Bonjour Francis Rocard. Vous êtes responsable du programme et des programmes d'exploration du système solaire au CNES. C'est le Centre national d'études spatiales. On va parler des robots un petit peu et de leur place dans l'exploration. Est-ce que c'est juste si on dit qu'il y a bien un domaine où les robots sont devant l'homme, c'est en matière d'exploration. On a posé à peu près 120 orteils dans l'espace, si on compte toutes les missions lunaires. Des robots, on en a mis partout. Alors après les robots, il faut savoir que tout satellite c'est un peu un robot. Oui, donc puisque quand on envoie un satellite autour de Saturne, il est à 1h30 lumière. 1h30 lumière, ça veut dire? Ça veut dire que quand on lui envoie une information, elle met 1h30 pour arriver. Ouais. Et si lui nous envoie une information, il faut encore 1h30. Oui. Donc il y a intérêt à ce que notre satellite robot il soit sacrément autonome. Et ça fait partie du travail normal de la conception d'un satellite espace lointain qui doit être très autonome. Donc déjà, c'est des robots, même s'il n'a pas une tête, des jambes et un corps et des pieds. Donc ce que vous voulez dire, c'est que dans le spatial, vous trichez un peu parce que vous appelez robot ce que le grand public n'appellerait pas robot directement. Nous, on n'appelle pas ça robot. C'est vous qui appelez ça robot. C'est vous qui venez de me dire qu'un satellite, c'est un robot? Non, parce que vous avez utilisé le mot robot. Mais en fait, tous nos satellites sont autonomes, donc sont quelque part des robots. Mais maintenant, quand on se pose sur Mars, oui. et quand on a des roulettes et qu'on se déplace sur Mars, oui, là, il faut en plus une autonomie pour se déplacer tout seul, parce que l'engin communique avec la Terre une fois, des fois 2 fois par jour. Ouais. Il travaille à peu près 1 heure par jour. Ouais. Et donc, quand on lui a envoyé un ordre, c'est pour toute la journée. Et il faut qu'il ait une totale autonomie. Et notamment, il va regarder le terrain devant lui. Il va faire des images en stéréo. Vous savez que la stéréo, ça permet de voir la distance. Et il va calculer lui-même là où il y a des gros cailloux qui vont le gêner. Ouais. Et il va déterminer sa trajectoire pour se déplacer. Donc le robot, c'est l'engin d'exploration qui en apprend sur le terrain et qui étudie son environnement lui-même avant de proposer des déplacements aux hommes sur Terre. C'est comme ça qu'on peut le définir? Est-ce que par exemple Cassini, une sonde comme ça, ou Rosetta et Philae sont des robots? Mais tous ces engins sont des robots. D'accord. Tous ces engins sont des robots dans la mesure où on leur demande de faire des tâches de façon autonome et ils doivent gérer leur survie. Tout satellite, même en orbite autour de la Terre, même pour les télécoms, ont ce qu'on appelle un mode de survie. C'est-à-dire dès qu'il y a une anomalie à bord, à ce moment-là, ils déclenchent une alerte. Et l'alerte, c'est je me préserve. Ouais. Et le satellite, il se met panneau solaire au soleil, antenne vers la Terre, et il attend les ordres. Ça, c'est un mode de survie qui a l'air de rien, mais qui est extrêmement important, parce que si lui ne fonctionne pas bien, la mission est perdue. Il faut savoir qu'un satellite avec des panneaux solaires, si par mégarde sa batterie se vide, il est mort. Rien, on ne peut rien en faire. On ne peut plus rien faire. Dès que la batterie, c'est comme votre voiture. C'est votre voiture, on peut changer la batterie. Là-haut, on ne peut pas aller changer la batterie. Et on ne peut pas la recharger si la batterie est à plat. Donc, c'est très très important d'avoir un satellite qui est en permanence de l'énergie électrique. Et qui soit capable de décider tout seul, de se mettre dans une position qui va sauvegarder de la batterie, sans qu'on lui donne la commande. C'est ça que vous voulez dire? Voilà, ça c'est le mode panique. Ouais. Le mode panique, il y a quelque chose qui ne va pas bien, il y a quelque chose qui n'est pas conforme aux indications qu'on lui a données. Son calculateur lit des choses qui ne sont pas compréhensibles. À ce moment-là, il déclenche le mode de survie et ça doit être extrêmement fiable. Ouais. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu un satellite japonais qui a eu un problème comme ça, un problème pas forcément important. Il a déclenché le mode de survie et le mode de survie a été catastrophique. Au lieu de stabiliser le satellite, il l'a fait tourner comme une toupie. Et quand votre satellite tourne comme une toupie, c'est dramatique. Vous ne pouvez quasiment plus rien faire. Et là, il continue de tourner alors? Ah, il est mort. Il est mort. Il est totalement mort. Alors si on change et qu'on dit plus robot mais qu'on dit rover, donc ça veut dire petit engin avec des roues qui se déplace à la surface d'un autre astre ou d'une autre planète, est-ce qu'on peut dire assez justement qu'il n'y a que Mars sur laquelle... Ah non, on a posé peut-être des rovers sur la Lune aussi, et c'est les 2 seuls endroits où on a mis les roues? Oui, les engins mobiles, on en a mis historiquement d'abord sur la Lune, les lunarods soviétiques, et ils les pilotaient au joystick. Ils avaient une image toutes les 2 secondes, une image télé qui arrivait sur leur télévision. Et donc, ils avaient un gros joystick devant la main. Et donc, ils corrigeaient la trajectoire en temps réel avec un décalage de 2 secondes. C'est comme jouer aux jeux vidéo avec vraiment une connexion pas bonne, quoi. Avec une connexion pas bonne, exactement. Mais ça suffit. Pour la Lune, ça suffit. Ouais. D'abord parce que les engins sont relativement lents.
donc ils vont pas très vite. Et donc 2 secondes, c'est suffisant pour éviter un trou, éviter de taper dans un caillou, etc. Et d'ailleurs, à l'époque, les gens qui pilotaient ces engins étaient mis au secret. Ça, c'était la paranoïa soviétique qui voulait ça. Donc c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit de dire ce qu'ils faisaient. Ah C'est le d'accord. problème du secret. Quel est ton métier? Je ne pilote pas de robot. Voilà, on n'avait pas le droit de dire qu'on pilotait un rover sur la Lune, ce qui est pourtant assez anodin. Oui. Mais voilà, c'était l'Union soviétique. Depuis, les choses ont changé. Et ces gens-là, certains sont encore vivants, sont très très âgés, et ils deviennent un peu des héros dans notre métier. Alors aujourd'hui, il y a des scientifiques, même français, qui pilotent des robots qui sont sur Mars. Eux, ils ne sont pas tenus au secret. D'ailleurs, on en a interviewé un hier, c'était. Est-ce que c'est toujours une image par seconde ou c'est encore pire? Parce que Mars, c'est plus loin quand même. Alors pour Mars, c'est bien pire. En gros, on communique avec l'engin une fois par jour, Ouais. et des fois 2, mais bon, disons une fois par jour. Et donc il faut lui donner toute sa tâche de travail pour la journée. D'accord. Et il faut savoir qu'un rover comme Curiosity, qui fait 1 tonne, qui a le poids d'une voiture, malgré sa pile nucléaire, il a une pile nucléaire, lui, il n'a pas de problème de panneau solaire, eh bien, il est assez limité en énergie. Donc, en fait, en 1 heure, soit il va faire des expériences scientifiques, soit il va bouger, mais il ne peut pas faire les 2 à la fois. Ça explique pourquoi il est très lent. Je crois que sur 5 ans, il a fait 37 cm par seconde en moyenne. C'est pas très rapide. Ça, c'est sa vitesse moyenne sur 5 ans. Moyenne, oui. Donc 17 km divisé par 5 ans, faites le calcul, ça doit être ça. Et donc, on reçoit les informations de ce qu'il a fait la veille, et en même temps, on lui envoie les informations de ce qu'on veut qu'il fasse le jour même. Donc il y a une espèce de décalage un peu entre les deux, mais ça fonctionne bien. Mais de manière fine, comment ça se passe? Parce que sur une journée, même s'il ne fait pas beaucoup de centimètres, il a le choix entre passer un peu à droite de ce caillou ou un peu à gauche de ce caillou. Et là, c'est plus un homme qui lui dit, c'est lui qui choisit? Ou vraiment, on analyse toutes les photos, on lui dit, tu passes là, là, là et là et là? Alors en fait, au début, le Jet Propulsion Laboratory a été extrêmement prudent. Ouais. Et donc, ils ont tout fait à la main. D'accord. C'est-à-dire que les ordres étaient... Ils prenaient le robot pour un imbécile. C'est-à-dire qu'ils lui disaient, non, toi tu décides rien, c'est nous qui décidons tout. Ouais. Et ça a été assez compliqué, année après année, de se dire, bon allez, on va le rendre un peu plus intelligent. Parce qu'on peut uploader, hein, vous savez. On peut envoyer... Non, uploader, ça veut dire télécharger dans le calculateur de Curiosity un nouveau logiciel pour le rendre plus intelligent. D'accord. Ça, on sait faire. Ça va prendre longtemps. Non, ça, en 1 journée, c'est fait. Ah, quand même, d'accord. Oui, non, simplement, il faut valider le logiciel, il faut être sûr qu'on ne va pas tout casser. Oui. Parce qu'en voulant améliorer, on peut tout casser, donc il faut faire très attention à ça. Ouais. Mais c'est une procédure qui est mise en œuvre. Et donc, on lui a il y a 2-3 ans, on lui a dit, bah, maintenant, tu vas être un peu autonome. Donc, tu vas faire le job tout seul. Mais là encore, le JPL est très, très prudent, puisque il fait un modèle numérique de terrain, c'est-à-dire qu'il cartographie son environnement tous les 2 mètres. Ouais. Ce qui est très peu. Oui. C'est plus petit que sa dimension à lui. Lui, il fait combien? Il fait pas loin de 3 mètres. D'accord. Donc, voilà. Je pense qu'on aurait pu faire un peu mieux, mais pour ne pas trop dire du mal du JPL, qui quand même sont les champions du monde dans le domaine, hein, ce sont les meilleurs au monde, le terrain est quand même très, très accidenté. On n'a pas eu de chance. On n'est pas du tout dans un terrain facile. Et donc, d'ailleurs, vous savez que les roues sont un peu percées. Il y a des problèmes de roues qui sont préoccupantes. Et ça explique que ce qu'il devait faire en 2 ans, il ne l'a toujours pas fait en 5 ans. D'accord, mais il continue de marcher. Il continue de marcher. Il continue de marcher. Vous parliez des roues, justement. Est-ce que l'avenir des robots, et en tout cas des engins qui vont explorer Mars, ou peut-être même ailleurs, ça se passe sur des roues? Est-ce que c'est vraiment le bon moyen de locomotion pour découvrir un environnement qu'on ne connaît pas finement? Alors, moi, je dirais que depuis qu'on a inventé la roue, on s'est dit, waouh, c'est quand même assez génial. Ça marche bien. Ça marche bien. Oui. Et la roue a énormément d'avantages. C'est que c'est un moyen de locomotion qui nécessite peu d'énergie. Ouais. Et ça, c'est valable sur Terre comme sur Mars. D'accord. Donc, même si les Soviétiques ont étudié des tas de robots différents à pattes, des robots type DAU pour marcher sur des flancs de collines, des systèmes qui sautent en l'air, des tas de systèmes inventés. Tous ces systèmes, notamment les systèmes à pattes, ils sont extrêmement efficaces dans les terrains extrêmement difficiles, mais ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup plus qu'une roue. Et c'est le facteur limitant quand on veut explorer, c'est l'énergie, comment on en garde?
Ouais, Est-ce que sur quand on Curiosity, conçoit un c'est ça robot, qui c'est quoi fait- les points les plus importants? C'est Sur Curiosity, c'est l'énergie qui limite beaucoup la vitesse. ouais. Et on aimerait bien aller beaucoup plus vite, mais on n'a pas assez d'énergie pour le faire. Donc ça ne sert à rien d'être très intelligent si finalement 23 heures sur 24, vous chargez une batterie Oui. avec votre pile nucléaire. Oui. Et le drone, on en parle beaucoup sur Terre, ça marche, puisque ça se démocratise, même on peut tous avoir un drone. C'est quelque chose qui peut s'appliquer dans l'espace. Il faut une atmosphère, mais est-ce que c'est le seul critère? Ah bah, c'est un critère absolument nécessaire, c'est une atmosphère. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où il y a des atmosphères. Ouais. Donc en fait, il va y avoir un drone, c'est prévu sur une mission américaine qui s'appelle Mars 2020, D'accord, donc en 2020. qui est le Curiosity 2. Ouais. Pour ceux qui connaissent Curiosity, c'est le même, mais avec quelques différences. Mais vu de loin, c'est le même. Donc c'est un robot qui va arriver aussi avec un drone, enfin C'est un rover. gros rover d'une tonne, Ouais. gros comme une voiture. Et dans la jante de sa roue avant droite, Ouais. il va avoir un petit drone avec les pales allongées. Mhm. Et il va être posé au sol. Les pales vont être dépliées, il y a ces 4 pales. Hein. Et il aura un petit panneau solaire au sommet. Et on va attendre que la batterie soit chargée. Et à ce moment-là, il y aura une télécommande qui va être envoyée depuis la Terre en disant au drone, bah, tu pars. Et le drone, c'est ce qu'on appelle un scout, c'est-à-dire c'est un explorateur qui va se mettre devant Mhm. et qui va dire au rover, ben, là c'est mieux que là. Il veut mieux que tu passes par ici plutôt que par là, parce que le terrain est mieux ou parce que scientifiquement c'est plus intéressant. C'est ça le rôle du drone. Et donc le premier drone planétaire, il est prévu pour 2020. Ça veut dire que l'atmosphère martienne permet le vol en drone. Alors, oui, mais ça veut dire qu'imaginez les petits drones que vous voyez parfois sur Terre, Ouais. ça suppose que votre drone vole à 30 km d'altitude. Or, Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous vos petits drones que vous voyez sur Terre ne volent pas à 30 km Non. d'altitude. Donc le JPL a développé un drone qui a des capacités incroyables, Ouais. ultra léger, Ouais. avec des pales qui font 1,50 m, Mhm. pour pouvoir monter à 35 km d'altitude. C'est une question de densité de l'atmosphère, c'est ça? Il faut des Exactement. molécules pour porter, il n'y en a pas assez. Exactement. Ouais. La pression sur Mars est tellement faible que c'est l'équivalent de la pression à 35 km d'altitude sur Terre. Mm. Donc si on veut simuler le vol de drone, il faut le mettre à 35 et voir s'il vole. Alors on a Et beaucoup. aujourd'hui, ça ne marche pas. D'ailleurs, un hélico ne monte pas, la belle alouette qui est là ne monte jamais à 35 km, c'est pas possible. Donc ça veut dire Déjà, beaucoup, pour les beaucoup de faire monter puissance. sur le Mont Blanc, c'est très très difficile, je ne sais même pas si elle grimpe. Mais vous voyez, un Ouais. hélicoptère n'a pas une capacité Ouais. de monter très haut. Donc on enlève beaucoup de masse, on rallonge les pales et on met beaucoup de puissance. Et C'est on ça. tourne très très vite. Voilà, c'est ça. Et on a un vol qui fait quelques minutes parce qu'on Ouais. a totalement vidé la batterie. On redescend, on charge pendant Exactement. 24 heures. Ok. Exactement. Alors on a parlé beaucoup de Mars. C'est normal puisque c'est un peu un des seuls endroits où on a posé des objets, des robots. Avec la Lune, Avec la Lune, oui, on l'a avec dit. Titan, Ouais. avec Vénus. Alors ça commence à faire pas mal. Ah oui, quand même. C'est quoi les prochains alors? On a envie d'aller où dans le système solaire? Alors, vous savez qu'il y a une mission qui vient de se terminer, qui s'appelle Cassini, qui a vécu 13 ans autour de Saturne, qui vient de s'achever le 15 septembre. Ouais, C'était La une plongée super mission. dans Saturne. Plongée dans Saturne. Et Cassini a découvert des choses assez surprenantes, notamment le fait qu'une petite lune de 500 km s'appelle Encelade, Mhm. a des jets de vapeur d'eau extrêmement importants au niveau du pôle sud. Oui. Et donc tout d'un coup, avant on avait Mars Mhm. pour la problématique de la vie, et aujourd'hui on a en plus Encelade, et on a aussi Titan, et je dirais on a aussi On voit une photo d'Encelade derrière vous d'ailleurs. voilà, Encelade. Donc au niveau du pôle sud, ce qu'on appelle les griffes du tigre, Ouais. les rayures vertes, c'est de là que sortent les jets d'Encelade. Et donc on a envie d'en savoir plus. On pense que partout où il y a de liquide dans l'univers, Ouais. il y a peut-être de la vie. D'accord. Donc ça nous intéresse. Mais c'est un monde, on peut s'y poser. Qu'est-ce qu'on y ferait? Parce que j'ai l'impression que vous avez dit c'est une calotte de glace. Il y a de l'eau dessous, c'est ça? En fait, c'est de la glace d'eau en surface Ouais, qui fait peut-être 50 km d'épaisseur. ouais, Et en dessous, il y aurait de l'eau liquide salée. ouais. Et donc peut-être de la vie. Et donc l'engin qu'on envoie, on veut qu'il perce la glace pour aller Non. voir l'eau? Ah non, Non, ça c'est pas possible. non. Non, on fait sur Encelade ce que, dans une stratégie de ce qu'on a fait sur Mars depuis 40 ans. Mhm. Donc on y va étape par étape, Ok. gentiment. Ouais. On ne brûle pas les étapes. Et la première étape va consister à passer dans les jets Ouais. et analyser la composition plus précise que ce que l'a fait Cassini. C'est une mission assez modeste, mais qu'on pourrait imaginer arriver vers Encelade vers 2030. Ah c'est proche quand même. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a Ça des met du scientifiques temps, qui ça met du travaillent temps. dessus alors déjà maintenant. Elle est en compétition, Ouais. donc
que le meilleur gagne. Oui. Peut-être ça sera celle-là, peut-être ça sera une autre, peut-être ça sera une mission sur Titan, peut-être ça sera une mission sur Mars. Donc la compétition est assez ouverte, c'est une compétition américaine. Et pas mal de gens pensent que les missions vers Encelade des Titans seront sélectionnées. Ah, vous dites Encelade est une petite lune. Elle est petite comment si on compare à la Terre? Ah, c'est minuscule par Ah, rapport c'est à la Terre. minuscule. C'est minuscule. En gros, 500 km, c'est en gros la taille la plus petite pour que l'objet soit sphérique. Donc ça veut dire une gravité très faible, j'imagine. Ouais. Est-ce qu'on peut pas imaginer du coup d'autres moyens de locomotion? Je sais pas, on peut pas rebondir sur une planète où la gravité est très faible? Si, on peut tout à fait imaginer ça. Et ça, on le fera le coup d'après. D'accord. On va pas. Ah, on va pas se poser là, vous l'avez Non, dit. on va ouais. pas se Ouais. poser tout de suite. On va juste aller dans les jets, ça coûte moins cher, c'est plus simple. Déjà, ça risque de coûter $1 milliard, donc vous voyez, c'est toute chose proportion gardée. Mais l'étape suivante qui va consister à se poser. Alors, en fait, il y a une autre lune qui intéresse beaucoup et l'Europe et les États-Unis, c'est Europa, Europa. lune de Jupiter. Ouais. Et en fait, en ce moment, il y a 3 missions vers Europa. On a la photo aussi. Voilà Europa. Donc il y a encore des espèces de griffes du tigre. Ouais. Là, elles sont oranges. Ne me demandez pas pourquoi elles étaient vertes. Par contre, je peux vous expliquer pourquoi elles sont oranges. Alors pourquoi? Parce que c'est du matériau qui soigne de l'intérieur Ouais. et qui est bombardé par des UV. Et dans les labos, ça fait un matériau orange. D'accord. Et donc, c'est une espèce de matériau carboné. C'est de la banquise, c'est-à-dire que c'est de la glace qui flotte probablement sur de l'eau. Et on a également des phénomènes de jet sur Europe qui ont été détectés par le Space Telescope, télescope spatial. Et donc, les Américains et l'Europe vont envoyer chacun une sonde qui va tourner autour. Mais les Américains qui mettent plus d'argent sur la table veulent se poser. Alors ça, c'est concret déjà. Ça, c'est concret. Et ils veulent se poser, si on voit l'image, on va peut-être la revoir. L'idée, c'est de se poser sur une grande fissure orange qui sera extrêmement difficile en termes de rugosité de terrain. Mais c'est assez audacieux, mais je pense que ça va se faire. Et donc là, le but, c'est vraiment de prendre un morceau et de voir ce qu'il y a dedans. Exactement. Okay. Et surtout analyser ce matériau orange, qui est en fait un matériau qui est riche en carbone et qui a peut-être des preuves qu'il y a du vivant en dessous. Après, il faudrait creuser. Alors creuser la glace, si ça fait 20 km, ben, on oublie tout de suite. On chauffe. C'est un peu du rêve. D'accord. Non, oui, peut-être l'idée c'est de chauffer, mais une idée plus simple, c'est de trouver s'il n'y a pas des lacs plus près de la surface, localement, sur certains endroits. Donc une couche plus fine. Une couche très fine. Et là, on pourrait prendre un RTG, c'est-à-dire cette pile nucléaire qui est très chaude. On pose l'engin avec la pile bien en contact avec la glace, elle va fondre la glace. Et là, effectivement, on pourrait descendre naturellement. On appelle ça un rien à faire. On laisse rien juste l'énergie nucléaire faire son effet. On laisse faire. Alors, il faudrait quand même déployer un câble pour les transmissions radio, dans un détail quand même. Et puis, on se laisse descendre. Ça peut mettre beaucoup de temps quand même. Vous pouvez mettre 1 an ou 2 à descendre. Et puis, à un moment, on va taper dans l'eau, on va plonger dans l'eau. Et là, on va analyser et transmettre le plus vite possible les données. Donc, c'est extrêmement complexe. C'est très excitant, mais c'est même pas c'est à peine sur le papier aujourd'hui. Donc là, on n'est pas sur 2030. Non, on est plutôt sur 2040-2045. Ok. Il y a une mission qui est terminée, mais qui est une réussite pour l'Europe, et j'aurais aimé qu'on en parle. C'est le duo Rosetta et Philae qui s'est posé pour la première fois sur une comète. Alors, je ne sais pas si vous appelez ça des robots, mais j'aurais aimé que vous nous racontiez un petit peu cette histoire. Rosetta et Philae, ce sont deux robots. Un exemple, on a Rosetta. Rosetta, c'est 3 tonnes, 36 mètres, ça rentre tout juste dans la pièce, c'est à peu près Solar Impulse. D'accord, voilà, donc on c'est le voit la taille derrière, de Solar Impulse. c'est l'avion qui est derrière nous. Et 3 tonnes, un gros cube de 3 mètres sur 2 mètres, puis il y a un petit filet dessus qui fait un petit mètre cube. C'est l'engin un peu bleu avec des panneaux solaires. Le gros, pour vous donner, ça c'est Philae, voilà. Philae posé. Ça c'est la situation idéale, hein. C'est une image idyllique qui malheureusement n'est pas arrivée. Mais pour vous donner une idée, le Rosetta c'est un peu technique, mais a un moyen de s'orienter par rapport au Soleil, par rapport à la comète, par rapport à la Terre pour pointer l'antenne. C'est un senseur d'étoiles. Senseur d'étoiles, il pointe des étoiles fixes par définition. Eh bien, ce qui s'est passé de temps en temps, c'est qu'il y avait des poussières cométaires qui passaient dans l'enchaînement, et le senseur d'étoiles s'est mis à suivre les poussières. D'accord. Et c'était une catastrophe. Donc on a failli perdre Rosetta. Et là, je vous parlais du safe mode, du mode de sécurité. Il a été déclenché 2-3 fois avec Rosetta. Et je peux vous dire que les opérateurs d'Armstadt, ils ont eu très peur. Parce que
Ça a expliqué pourquoi on a éloigné Rosetta de la comète à cause de ce problème de risque de tout perdre. Mais surtout que Rosetta, avant d'arriver sur la comète, a mis très longtemps et il fallait qu'elle survive sur tout ce voyage entre la Terre et cette comète Churyumov-Gerasimenko. Là, c'est là que le safe mode est très important parce que le but de la mission, c'est d'arriver. Si on perd la sonde avant d'arriver, on a tout perdu. Oui, Rosetta a atteint des durées, je crois qu'on est dans la mission la plus longue en termes de croisière. On a atteint 10 ans. Ouais. New Horizon pour Pluton, c'est 9 ans et demi, mais bon, de toute façon, c'est Pluton. Pluton, c'est tellement loin qu'on n'a pas le choix. Là, on avait peut-être le choix, mais ça serait trop compliqué à expliquer. On en est à notre 5e tour autour du Soleil avec Rosetta. C'est ça qui explique que c'est très long. C'est qu'on n'y va pas en direct. On fait un tour, puis un deuxième, on survole la Terre, on gagne un peu de vitesse, etc. Ça, c'est l'histoire de Rosetta. Après, vous avez Philae, tout petit engin qui serait plus petit que cette table-là. D'accord. 100 kg, qui va peser 2 grammes sur la comète. C'est rikiki. Très léger, parce que la comète est très petite. Parce que la comète n'a pas beaucoup de gravité. Et une navigation, je dirais, extrêmement précise, qui a été faite par l'ESA et le CNES. Et puis un atterrissage rocambolesque que vous connaissez, puisqu'on avait 3 moyens d'ancrage. Sur les 3, il y en a 2 qui n'ont pas marché. Et donc finalement, on a rebondi. On a rebondi, mais on s'est posé quand même. Alors, on a fait un bond qui a duré 2 heures. On a fait un bond qui a fait 1 km. On est monté à 250 mètres d'altitude. On s'est promené. On a impacté 3 fois la comète. Boum, on a cogné. Et à la fin, on s'est retrouvé sur le flanc, sur le côté. Et c'est là où ça ne s'est pas bien passé. La mission sur notre pile a très bien fonctionné. On a eu beaucoup de chance. Sauf que si on peut voir Philae à l'image, on va la voir. Sauf que dans l'axe des pieds, on avait une foreuse qui devait forer vers le bas. Et comme on était sur le flanc, on est parti à l'horizontale. Vous avez foré. Et on a foré dans le vide. Donc là, on est un peu triste. On n'a jamais pu forer, prélever. Voilà, la foreuse, c'est la grande partie blanche qui est là. Et on voit une petite tige en dessous qui devait pénétrer de 50 cm. Donc ça, c'est notre déception. On n'a pas achevé complètement la mission. Cette partie-là n'a pas pu se faire. Mais on a quand même mesuré des choses extrêmement intéressantes, notamment des molécules extrêmement complexes qui nous prouvent que des molécules telles que la glycine, qui est quand même une molécule qui est un peu qui entre dans le vivant. Je simplifie beaucoup, mais la glycine, c'est un acide aminé ultra simple, c'est le plus simple, et qui entre dans les processus biologiques du vivant. C'est pas du vivant, hein, on est d'accord, il n'y a pas de vivant sur une comète, mais on a quand même trouvé de la glycine. Et la glycine, on sait qu'elle s'est fabriquée toute seule dans le milieu interstellaire. Parce qu'il y a des petits grains de glace qui ont reçu des photons UV. Alors H2O plus NH3 plus CO2 plus tout ça, vous mettez les UV là-dedans. Ça vous fait la matière orange dont je parlais tout à l'heure. C'est exactement le même processus. C'est pour ça qu'on veut y aller alors. Pardon ? C'est pour ça qu'on veut y aller sur Europe. Et c'est pour ça qu'on veut y aller, absolument. Et donc, naturellement, des acides aminés se fabriquent dans l'univers. Ça, c'est un résultat très intéressant de Rosetta. Et ça explique que la vie passe par ces molécules qui vont devenir des protéines, et les protéines rentrent dans la cellule du vivant. Après, c'est pas sur une comète qu'on va trouver la vie, c'est peut-être sur Mars, c'est peut-être sur Europe, c'est peut-être sur Encelade. Ce qui est très intéressant, vous le disiez, c'est des robots, mais ça ne ressemble pas aux robots humanoïdes auxquels on pense quand on parle robot. Mais malgré tout, l'aventure de Rosetta, elle a été suivie par des millions de gens à la surface de la Terre qui ont personnifié ce robot, qui ne ressemble pas à un robot, qui ont parlé d'une mort de la comète. C'est-à-dire que malgré tout, ces explorateurs du système solaire, on s'attache à eux comme à des robots. Et c'est peut-être qu'en ça qu'on a envie de les appeler robots, comme on parle de robots en science-fiction, beaucoup. C'est eux nos explorateurs du futur. Absolument, simplement, ce sont des missions aller simples. Mais oui. Donc on sait qu'il y a une fin et qu'il y a une mort à la fin. Mais ce sont des machines qui fonctionnent jusqu'au moment où elles s'arrêtent de fonctionner. Moi, je trouve que j'étais au JPL pour la fin de Cassini. Quand le signal s'est interrompu, il y a eu naturellement 1 minute de silence. Personne n'osait parler parce qu'il y a des gens, ça fait 25 ans qu'ils travaillent sur cette mission. Et là, boum, tout s'arrête. Donc l'émotion était très forte, beaucoup de gens ont pleuré. Et avec Philae, c'était un peu pareil. Sauf que nous, on espérait une deuxième vie, souvenez-vous, avec Philae. On espérait revivre avec nos panneaux solaires, notre batterie. Donc on a suscité beaucoup d'espoir. Et on y croyait. C'est pas qu'on a suscité pour faire plaisir aux gens. C'est que nous, on voulait continuer le job. On voulait faire tourner un peu Philae, recommencer le forage. Enfin, on voulait faire des choses. Et on a essayé de communiquer avec Philae. Et d'ailleurs, Alain Gaborio, qui était là il n'y a pas longtemps, je ne sais pas s'il est encore avec ses nanosats, mais lui, il connaît aussi le sujet. Eh bien...
eh bien, on a pu communiquer avec Philae, mais très très mal. Et on a enfin compris pourquoi. C'est qu'en fait, quand on a vécu le 12 ou 14 novembre 2014, la comète était pratiquement inerte. Donc Rosetta était très proche. Et comme le signal transitait se réfléchissait sur la surface, on avait du signal. Et quand on a essayé de se rapprocher du Soleil, naturellement, on se rapprochait du Soleil. On voulait que nos panneaux solaires se chargent. Et là, on a voulu communiquer, mais là, la comète est très active. Et donc, il a fallu éloigner Rosetta à 250 km. Et donc, pas le signal. Et là, on avait un signal qui était très, très mauvais. Et donc, on a eu des coupures de signal très fréquentes. On n'a jamais pu envoyer une vraie télécommande qui prend 25 minutes. Il y a eu électrochoc de réveil. On lui dit, tu fais ci, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et ensuite, tu nous renvoies les données. Mais ça, on n'a jamais pu envoyer la séquence. Francis Rocard, on va rester là-dessus. Et on partage votre émotion par rapport à ce petit module qui n'est pas intelligent, mais qui nous sert tant quand on veut explorer l'espace. Merci beaucoup.